De nombreux endroits sur notre planète sont interdits d'accès. Certains de ces lieux sont fermés par les autorités en raison de leur caractère secret, d'autres sont tout simplement dangereux. Mais si j'avais l'occasion d'entrer dans un de ces lieux, le premier que je visiterais, c'est les archives apostoliques du Vatican. Il s'agit d'un immense dépôt d'actes et de documents couvrant, selon les données officielles, 12 siècles d'histoire. La taille de cette collection est stupéfiante, et j'exagère pas, on parle d'environ 85 km de rayonnage. Cependant, les archives secrètes du Vatican sont pas vraiment secrètes. La confusion pourrait être due à une mauvaise compréhension du mot latin secretum, qui signifie privé. Les archives étaient, et sont toujours, destinées à conserver les documents officiels du Saint-Siège, ainsi que la correspondance et d'autres informations relatives au pape. Néanmoins, le contenu exact des documents reste inconnu, car les archives sont fermées au public. Seuls les chercheurs ayant fait l'objet d'une procédure de vérification approfondie peuvent y avoir accès. Une fois autorisés, ils pénètrent dans le Vatican par une entrée spéciale sécurisée par la garde suisse. Dans les archives, on ne peut utiliser que du papier, des crayons et un ordinateur portable. L'encre, les stylos et tout matériel photographique sont interdits. Il est interdit de prendre des photos des documents. On peut consulter que 5 articles à la fois et seuls 60 universitaires sont autorisés à entrer chaque jour. Après le succès controversé du film Anges et démons de 2008, qui mettait en scène une visite des archives, le Vatican a ouvert ces dernières à un groupe restreint de journalistes. C'était une façon pour l'Église de remettre en question l'interprétation du film, mais franchement, ça n'a rien enlevé à l'atmosphère mystérieuse des lieux. Si les archives apostoliques du Vatican sont un lieu mystérieux mais sûr, l'île de North Sentinel est une toute autre affaire. Je risquerais pas d'y aller, même si j'en avais la permission. L'île est située dans la baie du Bengale et elle abrite les Sentinelles, un peuple indigène volontairement coupé du reste du monde. La loi sur les tribus autochtones de 1956 interdit tout voyage vers l'île et toute approche à moins de 9,3 km afin de protéger cette tribu isolée des maladies infectieuses du continent. Les sentinelles ne possèdent sûrement aucune immunité contre elles et une épidémie pourrait les décimer. La marine indienne patrouille la zone afin que personne ne s'approche et n'entre en contact avec les indigènes. Le gouvernement indien respecte le désir des insulaires d'être laissés tranquilles. Les sentinelles sont observées à distance depuis des navires et parfois depuis les airs afin d'intervenir en cas de situation critique, mais ça a peu de chances de se produire. Les autorités indiennes ne poursuivent pas les sentinelles qui tuent les gens qui débarquent sur leur île. Ils ont attaqué à plusieurs reprises des navires qui s'approchaient, qu'ils aient voulu visiter l'île ou qu'ils se soient simplement échoués. Des habitants de l'île ont aussi été vus en train de tirer des flèches sur des bateaux ainsi que sur des hélicoptères volant à basse altitude. Les sentinelles se méfient de tous ceux qui mettent le pied sur leur île. On pense que le premier contact pacifique avec eux a été établi par Triloknath Pandit, directeur d'une organisation anthropologique, et ses collègues le 4 janvier 1991. Ils ont offert des cadeaux aux insulaires, notamment des noix de coco, et quand je dis « offert », je veux dire que les visiteurs les ont déposés avant de se retirer sans s'attarder. Les sentinelles n'ont pas aimé les cochons vivants, qu'ils ont transpercés avec des lances avant de les enterrer dans le sable, ni les jouets en plastique qui ont été traités de la même manière. Mais ils ont semblé aimer les pots et les casseroles en métal. Les noix de coco ont aussi été appréciées, ils n'en poussent pas sur l'île. Malgré ces cadeaux, les insulaires restaient capables d'attaquer les étrangers à tout moment, et les tentatives d'établir un contact ont cessé en 1997. Pandit et ses collègues ont eu de la chance, contrairement au directeur du National Geographic qui a reçu une flèche dans la cuisse pour avoir tenté de s'approcher trop près de l'île. Et c'est pas le pire qui soit arrivé. En janvier 2006, 2 pêcheurs indiens pêchant illégalement dans les eaux interdites ont été tués par les sentinelles alors qu'ils n'avaient même pas posé le pied sur l'île. Et en novembre 2018, John Allen Chau, un missionnaire américain de 26 ans, a tenté à 3 reprises d'établir le contact avec les sentinelles en chantant des cantiques, espérant convertir la tribu au christianisme. Il a été tué.
Personne vous attaquera dans la grotte de Lascaux, située dans le département français de la Dordogne, dans le village de Montignac, mais l'endroit est maintenant interdit d'accès en raison de son état très dégradé. La grotte de Lascaux est parfois appelée la chapelle Sixtine de la préhistoire, car les murs intérieurs et les plafonds de la grotte sont couverts de plus de 600 peintures. Ces peintures rupestres représentent surtout de grands animaux et la faune typique du Paléolithique supérieur. On pense que ces peintures ont été réalisées sur plusieurs générations, et bien que la question soit encore débattue, on estime qu'elles ont environ 17 000 ans. La grotte de Lascaux a été ouverte au public le 14 juillet 1948, mais à cause de la respiration des centaines de visiteurs qui entraient chaque jour, les peintures ont été endommagées. Au fur et à mesure que la qualité de l'air empirait, champignons et lichens infestaient de plus en plus les murs. Naturellement, il fallait prendre des mesures et la grotte a été fermée au public en 1963. Les peintures ont été restaurées dans leur état d'origine, puis un système de surveillance quotidienne a été mis en place. Est-ce que ça a été efficace? Dans une certaine mesure. De nouveaux types de champignons et de moisissures se répandaient constamment dans la grotte et il fallait les combattre. En janvier 2008, les autorités ont fermé la grotte pendant 3 mois, même aux scientifiques. Une fois par semaine, un seul individu était autorisé à entrer dans la grotte pendant 20 minutes pour vérifier la qualité de l'air. Aujourd'hui, seuls quelques experts sont autorisés à travailler dans la grotte et à peine quelques jours par mois. Mais les efforts déployés pour éliminer les moisissures ont laissé des taches sombres sur les murs, endommageant les pigments des peintures. Parfois, les champignons se retirent et parfois ils reviennent. La bataille semble sans fin. Mais pour permettre au grand public d'admirer ces chefs-d'œuvre préhistoriques, on a reconstitué numériquement une partie de la grotte qui peut désormais être visitée en ligne. Si certains ne voient dans la grotte de Lascaux qu'une simple merveille naturelle remplie de magnifiques peintures, des recherches récentes menées par des archéologues et des cinéastes ont prouvé que l'endroit a servi de première salle de cinéma de l'histoire. Marc Azéma, archéologue et cinéaste, affirme que les peintures rupestres étaient en fait une forme précoce de cinéma. À la flamme vacillante des bougies, les humains rassemblés autour des murs pouvaient voir ces images prendre vie, créant ainsi une sorte de théâtre virtuel à des fins de divertissement et de spiritualité. Pour mieux imaginer ce qu'était la vie dans ces grottes la nuit, on a fait appel à la technologie moderne afin de recréer cette expérience unique. Des lampes électriques spéciales ont été conçues qui imitent la couleur et l'intensité de leurs prédécesseurs préhistoriques. Ainsi, les gens ont pu voir ces œuvres d'art telles qu'elles ont été conçues par leurs créateurs il y a des milliers d'années. Le mouvement de l'air chaud et des étincelles ajoutait sûrement de la dynamique au dessin, et les anciens pouvaient ainsi profiter de ce cinéma préhistorique. Je me demande s'ils vendaient du pop-corn préhistorique à l'époque. La réserve mondiale de semences du Svalbard sur l'île du Spitzberg est un autre endroit interdit d'accès. Il s'agit de la plus grande chambre forte destinée à héberger des cultures vivrières. Elle contient 1 194 244 échantillons de semences provenant de presque tous les pays du monde et elle peut en accueillir des millions d'autres. Son but est de conserver des graines au cas où les autres coffres-forts à semences existants seraient détruits. Et c'est sacrément important, car la disparition des espèces de cultures vivrières est aussi irréversible que l'extinction des dinosaures ou de toute autre forme de vie. Une fois qu'un animal a disparu, on ne peut plus le ramener à la vie, et il en va de même pour les plantes. Cette chambre forte est pour le moins sécurisée. Elle est à l'épreuve des catastrophes naturelles et des guerres qui risqueraient de détruire d'autres installations de stockage plus petites. Stocker des semences de façon optimale nécessite une température de moins 18 degrés Celsius et c'est là que le permafrost vient à la rescousse. Il garantit que les échantillons de semences resteront congelés même en cas de panne de courant. Les semences sont stockées dans des emballages de papier d'aluminium à 3 épaisseurs fabriqués sur mesure qui sont placés dans des boîtes et rangés sur des étagères. La température basse et le faible taux d'humidité à l'intérieur de la chambre forte garantissent une faible activité métabolique,
ce qui permet aux graines de rester viables pendant longtemps. L'endroit est fermé au public, mais on peut participer à des visites guidées qui mènent près de l'entrée. Seules quelques personnes sont autorisées à entrer dans la chambre forte et il est tout simplement impossible d'y pénétrer illégalement. Elle possède 5 portes dotées de serrures à code, donc quiconque voudrait entrer, humain ou ours polaire, aurait bien du mal. Surtout un ours polaire, ils sont pas doués pour les serrures à code. En fait, cette chambre forte s'est déjà avérée utile, même si on n'a pas encore été confronté à la fin du monde ou à la disparition des cultures. La guerre en Syrie a privé les scientifiques d'une importante banque génétique où étaient stockées, entre autres semences, de nouvelles variétés de blé résistantes à la sécheresse et à la chaleur. Pour la première fois, il a donc fallu demander des échantillons à la réserve mondiale. Sans cette banque génétique de secours, l'humanité aurait perdu à jamais plusieurs variétés de plantes agricoles. Fort Knox est un autre de ces endroits où il est impossible de pénétrer en raison de l'extrême valeur de son contenu. Cette base militaire de 400 km² est située dans le Kentucky et elle est considérée comme la plus sûre des États-Unis. Certains disent même que c'est l'endroit le plus sûr du monde. Fort Knox a été construit pour stocker d'énormes réserves d'or et d'autres métaux précieux. Elle contient actuellement environ 4580 tonnes de lingots d'or. Imaginez ce que ça représente. La base est faite de granit, de béton, d'acier renforcé et d'acier de construction. Le mur extérieur est composé de béton doublé de granit. Il y a des tours de garde aux 4 coins du bâtiment. À l'extérieur du bâtiment principal de Fort Knox, il y a 2 clôtures électriques séparées par des projecteurs qui surmontent la clôture intérieure. Ces clôtures sont entourées d'une épaisse barrière de béton qui décourage toute intrusion. Assurer la sécurité de Fort Knox coûte la bagatelle de 4,7 millions d'euros par an. Personne ne connaît toutes les étapes nécessaires pour déverrouiller le coffre. Sa porte principale pèse 18 tonnes et la gaine de la voûte a une épaisseur de 64 cm. De plus, la porte de la chambre forte ne peut être ouverte qu'une fois toutes les 100 heures. Enfin, pour déverrouiller la chambre forte, plusieurs employés doivent entrer des combinaisons qu'ils sont les seuls à connaître. Personne ne connaît la combinaison complète et ne la connaîtra jamais. Chaque employé n'en possède qu'une partie. En bref, le coffre ne peut être ouvert que s'ils se réunissent. Avec des mesures de sécurité aussi strictes, il n'est pas étonnant que même le président des États-Unis ait un accès limité à Fort Knox. À l'exception de certains politiques et de journalistes triés sur le volet, personne d'étranger à Fort Knox ne peut voir ce qui se cache derrière les murs de la chambre forte. Surtsey est une île peu commune située au large de la côte sud de l'Islande. Elle a été formée par une éruption volcanique sous-marine qui a débuté à une profondeur de 130 mètres et a atteint la surface le 14 novembre 1963. Oui, cette île est sacrément jeune. Depuis lors, l'île s'est agrandie et elle abrite désormais une faune et une flore variées. En 1965, elle a été déclarée réserve naturelle afin de protéger son environnement unique et de pouvoir étudier la façon dont plantes et animaux se partagent l'espace sans la moindre interférence. En fait, l'île de Surtsey est devenue un immense laboratoire naturel qui doit rester vierge de toute intervention humaine afin de ne pas perturber ses processus naturels. Aujourd'hui, seuls quelques scientifiques sont autorisés à se rendre à Surtsey à des fins de recherche. Le seul moyen pour les touristes de voir cet endroit étonnant est de prendre l'avion ou de voguer un bon moment. Pourtant, il existe des traces de présence humaine sur l'île, à savoir une petite cabane que les scientifiques utilisent pendant leur séjour sur place. La cabane dispose de plusieurs lits superposés et d'une source d'énergie solaire pour les radios d'urgence et autres appareils électroniques essentiels. Il y a aussi les fondations d'un phare abandonné. Tous les visiteurs vérifient soigneusement leurs effets personnels pour s'assurer qu'ils n'introduisent pas de graines dans ce nouvel écosystème. On pense que des jeunes garçons qui avaient quitté l'île de Heimaey en bateau y ont planté des pommes de terre, mais les scientifiques les ont déterrées dès qu'ils les ont trouvées. Une malheureuse défécation humaine a aussi donné naissance à un plant de tomates qui a également été détruit.
Sur cette île, tout doit se dérouler naturellement. Par exemple, en 1964, les scientifiques ont observé comment des graines amenées là par les courants océaniques prenaient racine, ainsi que des champignons, des bactéries et des moisissures. En 1965, la première plante vasculaire est apparue sur l'île. Après 10 ans de l'existence de l'île, on y trouvait 10 espèces végétales. En 2004, 60. Elle cohabite avec 75 bryophytes, 71 lichens et 24 champignons. On a découvert que 89 espèces d'oiseaux vivent sur l'île. On y trouve également des phoques qui attirent des orques et la partie sous-marine de l'île abrite de nombreuses espèces telles qu'étoiles de mer et oursins. Si tout se passe bien, les scientifiques pourront continuer à observer l'émergence de la vie sur l'ensemble de l'île et sûrement voir apparaître des espèces endémiques. Mais ça risque de prendre un long moment. Parlons plutôt de ce qui existe déjà actuellement. Quand on parle de lieux interdits, tout le monde pense aussitôt à la zone 51. La zone 51 est la base militaire la plus mystérieuse et la plus secrète du monde. Du moins, parmi celles qu'on connaît. Située dans la partie désertique du Nevada, près du lac salé Groom, elle fonctionne dans le plus grand secret et elle est entourée de panneaux d'avertissement, de caméras de surveillance et de gardes armés. Même le survol de la zone est interdit. On ignore ce qui se passe à l'intérieur de la zone 51. Le plus probable est qu'elle sert à tester les derniers modèles d'avions et d'armes. Mais cette théorie ne satisfait que ceux qui ne sont pas fans de théories du complot. Les complotistes, eux, affirment depuis des dizaines d'années qu'on y étudie des extraterrestres et leurs vaisseaux spatiaux. Selon certaines sources, la zone 51 emploie environ 1500 personnes, dont beaucoup se rendent au travail via des vols charters depuis Las Vegas. Des panneaux entourant la base informent que la force létale peut être utilisée contre les intrus. Parmi les technologies utilisées pour protéger la base se trouvent aussi des détecteurs de mouvement. Certains sont placés à une courte distance de la base, hors de son périmètre, pour avertir les gardes de l'approche de visiteurs. Voici quelques histoires qui vous donneront une idée du sérieux avec lequel la zone 51 est gardée. Le 28 janvier 2019, un homme non identifié a forcé un poste de contrôle près de Mercury au Nevada dans une probable tentative de pénétrer dans la base. Après une poursuite de 13 km, l'homme est sorti de son véhicule en portant un objet cylindrique et il a été abattu par le personnel de sécurité. Je pense qu'il faudra encore quelques dizaines d'années avant que les recherches effectuées actuellement soient déclassifiées et accessibles au public, ou du moins une partie des recherches. Vous avez sans doute entendu parler de ce projet d'attaquer la zone 51. En juin 2019, Matty Roberts, 20 ans, a créé un événement sur les réseaux sociaux intitulé « Prenons d'assaut la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter » pour s'amuser. De manière inattendue, des millions de gens ont répondu à l'appel de Roberts. En conséquence, plus de 150 personnes ont fait un voyage de plusieurs kilomètres sur des routes accidentées pour atteindre l'entrée de la zone 51. 7 d'entre elles auraient été arrêtées et bien sûr, personne n'a pénétré à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'être un militaire ou un scientifique pour accéder au Bohemian Grove. Il suffit d'être très riche et très influent. Il s'agit d'un terrain de camping privé de 1100 hectares situé à Monterey, en Californie. Il appartient à un club privé de San Francisco, le Bohemian Club. Ce club compte parmi ses membres des artistes et des musiciens, ainsi que de nombreux chefs d'entreprise, des responsables gouvernementaux, d'anciens présidents des États-Unis, des cadres supérieurs des médias et autres personnes de pouvoir. Il convient de noter que le club est réservé aux hommes. La mascotte du club est un hibou qui symbolise la sagesse. On dit que le même hibou se trouve sur le billet d'$1. La tradition des réunions du Bohemian Club remonte à 1872, date de sa fondation. En fait, le Bohemian Grove est une sorte de camp d'été pour ultra-riches qui cherchent à échapper à la mixité sociale et aux activités méprisables des hommes ordinaires en communiquant entre eux dans une atmosphère détendue, à l'abri des regards indiscrets.
Il est difficile de dire ce qui s'y passe car le Grove est très bien gardé. Il y a même parmi les gardes d'anciens militaires. Il possède des équipements de sécurité de haute qualité, notamment des caméras thermiques et à vision nocturne, des détecteurs de mouvement et des systèmes d'alarme à détection de vibrations. Je pense que le Grove est aussi bien gardé que la zone 51. De nombreuses théories du complot doivent aussi l'entourer. Le centre opérationnel d'urgence de Mount Weather est un autre de ces lieux à accès limité. Il est situé en Virginie et il constitue le principal lieu de repli des hauts fonctionnaires américains en cas de catastrophe nationale. Cet endroit sert à protéger les dirigeants du pays. L'existence même du centre de Mount Weather est restée un secret pour tous, à l'exception des fonctionnaires fédéraux, jusqu'à ce qu'un avion s'écrase à proximité en décembre 1974. Depuis lors, le site a été porté à la connaissance du public. Les habitants et les dirigeants des villes voisines affirment que Mount Weather est un employeur de premier ordre, mais le site reste mystérieux, même pour bon nombre de ses employés. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe, car la base est fortement gardée. De hautes clôtures sécurisées entourent tout le périmètre. La base a son propre système de sécurité, sa propre police, son propre service d'incendie et même quelque chose comme ses propres lois. Le bunker souterrain comprend un hôpital, un crématorium, une salle à manger et une aire de loisirs, des dortoirs, des réserves d'eau potable, une centrale électrique de secours et un studio de radio et de télévision relié au système de radiodiffusion d'urgence. Personne n'a jamais été autorisé à visiter le complexe souterrain pour savoir ce qu'il contient. L'endroit est plus facile à voir depuis l'espace que depuis la Terre. Le Club 33 est l'un des établissements les plus exclusifs et les plus privés du monde. Ce club étonnant a été fondé par Walt Disney, qui ont limité l'accès à un groupe restreint d'invités de premier plan qui avaient investi dans Disneyland. Après son ouverture, 33 grandes entreprises en sont devenues membres, dont Coca-Cola et Kodak. Le Club 33 est entouré de mystères depuis sa création en raison de son statut exclusif et du nombre limité de membres. Mais on sait qu'il est situé au-dessus de l'attraction Pirates des Caraïbes et à côté de l'ancien appartement de Walt Disney. En fait, il existe d'autres locaux du Club 33, à Tokyo Disneyland et à Shanghai Disney Resort, et on peut trouver des salons supplémentaires dans chacun des 4 parcs à thème du Walt Disney World Resort. L'adhésion au club est limitée depuis sa création. En 2007, la liste d'attente pour devenir membre a atteint une telle longueur que le club l'a fermée pendant 5 ans avant de la rouvrir en 2012. Cette année-là, le coût de l'adhésion était de 47 000 € pour les frais d'entrée, puis 14 000 € par an pour les individus. La Division 39 est sans doute l'une des organisations les plus secrètes qui soit au sein de l'un des États les plus secrets du monde, la Corée du Nord. Autant dire qu'elle est doublement mystérieuse. Ces locaux sont situés au 3e étage du bâtiment du Parti du Travail de Corée, à Pyongyang, et on sait très peu de choses sur elle. On pense que la Division 39 est engagée dans des activités illégales telles que la contrefaçon de billets de banque, la production de substances illégales et la fraude internationale à l'assurance. On estime que l'organisation rapporte entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an, voire plus. Cet argent finirait dans les poches de l'élite nord-coréenne qui pourrait ainsi s'offrir un style de vie luxueux, au contraire de la plupart des citoyens. Mais comme c'est généralement le cas avec la Corée du Nord, personne n'a de preuves solides. L'île North Brother, située sur l'East River entre le Bronx et Rikers Island, est un lieu à l'histoire tragique. En effet, ses premiers habitants étaient les patients de l'hôpital Riverside, construit sur l'île en 1885 pour traiter les maladies infectieuses telles que la typhoïde, la tuberculose, la fièvre jaune et la variole. Après la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital a été agrandi, puis il est devenu un centre de traitement pour les adolescents souffrant de diverses dépendances. On pense que les méthodes employées à l'époque étaient assez horribles. En 1963, l'hôpital a fermé définitivement ses portes.
L'île a aussi été le site du naufrage du bateau à vapeur General Slocum qui a brûlé le 15 juin 1904. À l'époque, 1021 personnes sont mortes, soit de l'incendie à bord du navire, soit par noyade. Aujourd'hui, l'île North Brother est officiellement fermée au public car elle sert de sanctuaire à l'une des plus grandes colonies de hérons bioraux des environs, mais des autorisations sont parfois accordées aux chercheurs et aux journalistes. L'île étant abandonnée, elle pourrait bien nous offrir un aperçu de ce à quoi ressemblerait le monde sans les humains. En juin 2009, elle est même apparue dans l'épisode 8 de la série Life After People de History Channel. Elle servait à illustrer ce qui arriverait aux bâtiments et autres structures 45 ans après la disparition de l'humanité. Les bâtiments qui abritaient les malades graves sont aujourd'hui en très mauvais état. Les murs du plus ancien des bâtiments de briques s'effondrent, les chaudières à charbon rouillent à cause de l'humidité et le reste de l'hôpital succombe à la croissance incontrôlée de la végétation. Une couche de terre recouvre l'ancien court de tennis, etc. L'île Morgan, située en Caroline du Sud, est un bout de planète encore vierge qui abrite plus de 4000 singes sauvages. Pas étonnant qu'on la surnomme l'île aux singes. Historiquement, elle était inhabitée en raison de son emplacement et de sa distance par rapport au continent, mais en 1979 et 1980, on y a amené plus de 1400 singes rhésus. Ils ont été placés sur l'île Morgan pour servir d'animaux de recherche et ils s'y sont bien sentis. Depuis, la population s'est considérablement accrue et les singes bénéficient désormais d'une protection fédérale complète. Malheureusement pour ceux qui voudraient se rendre sur les plages de l'île Morgan et étudier ses habitants, l'île est interdite d'accès. Les chercheurs sont autorisés à visiter l'île pour compter la population de singes et les marquer. Ils sont aussi autorisés à prélever 500 singes par an pour de l'expérimentation animale d'ordre médical. Ces primates sont utilisés dans des études sur les vaccins, la polio, le sida et même le bioterrorisme. Toute personne qui voudrait enfreindre la loi et se rendre illégalement sur l'île Morgan doit comprendre que ces animaux ne vivent pas seulement loin des humains, mais qu'ils sont extrêmement territoriaux. Ils réagissent mal aux intrus qui mettent le pied sur le territoire. Depuis un bateau, on peut observer les singes sur la plage ou parmi les arbres sans les déranger. Pour des raisons de sécurité, des panneaux accès interdits sont installés sur toute l'île. Dans le complexe du mausolée de l'empereur Qin, il n'y a ni singes, ni hérons, ni même les hommes les plus riches d'Amérique. Mais il n'en est pas moins mystérieux. Il est situé dans la ville chinoise de Xi'an et il a été construit pour abriter la tombe du premier empereur de Chine. Sous la colline est enterré un empereur qui n'a pas vu la lumière du jour depuis plus de 2000 ans. Personne n'a jamais touché sa tombe. Mais les fouilles archéologiques se poursuivent et le mausolée révèle peu à peu ses secrets. La superficie du complexe funéraire est d'environ 60 km² et il s'agit d'une ville souterraine entière, creusée jusqu'à une profondeur de 70 à 120 mètres. Le plus intéressant est que la tombe de l'empereur n'a pas encore été fouillée. La principale raison de cette hésitation est l'inquiétude des archéologues. Les fouilles pourraient endommager la tombe, causant la perte d'informations historiques importantes. Actuellement, seules des méthodes archéologiques invasives permettraient de pénétrer dans la tombe, ce qui signifie que les risques de l'endommager sont très élevés. Les textes anciens disent que l'empereur a édifié un véritable royaume souterrain ainsi qu'un palais dont le plafond imite le ciel nocturne et est décoré de perles en forme d'étoiles. Les experts pensent qu'il existe quelque part dans le complexe des fosses remplies de concubines en terre cuite qui n'ont pas encore été découvertes. On raconte aussi que la tombe de l'empereur Qin est entourée de rivières de mercure liquide dont les anciens Chinois pensaient qu'ils conféraient l'immortalité. C'est assez ironique, car l'empereur est sûrement mort d'un empoisonnement au mercure. Il prenait des pilules de mercure car il voulait vivre éternellement, et c'est ce qui l'a tué à l'âge de 39 ans. Quoi qu'il en soit, ces douves de mercure constituent une autre des raisons pour lesquelles les archéologues veulent pas encore explorer la tombe. Ce serait sûrement très dangereux,
car les échantillons de sol prélevés autour de la tombe indiquent des niveaux extrêmement élevés de contamination au mercure. Enfin, laissez-moi vous poser une question. Vous pensez qu'il est possible de passer les portes de l'enfer et de rester en vie? Les Romains se posaient la même question et ils procédaient à des sacrifices devant les entrées supposées des enfers le long de la Méditerranée. Ouais, on savait comment s'amuser à l'époque. Des taureaux sacrificiels étaient conduits à une porte de Pluton où ils mouraient rapidement sans la moindre intervention humaine, alors que les prêtres qui les accompagnaient en revenaient indemnes. Le géographe grec Strabone a écrit sur ces lieux, affirmant que tout animal qui passe à l'intérieur rencontre une mort instantanée. Il a même libéré des moineaux dans une des grottes qui sont morts immédiatement. L'une de ces portes de Pluton a été découverte en Turquie et les scientifiques ont finalement réussi à percer leur secret. Il s'avère que les grottes contiennent des niveaux élevés de dioxyde de carbone, de quoi tuer facilement tout animal exposé au gaz pendant une longue période. Les sanctuaires ont été construits sur des grottes naturelles qui relâchent de l'eau chaude et du gaz toxique. Ils se déposent sur le sol du sanctuaire où ils se concentrent pendant la nuit jusqu'à former un lac asphyxiant. Les animaux étaient menés au sacrifice à l'aube avant que la chaleur du soleil ne dissipe le dioxyde de carbone. Les humains restaient indemnes parce qu'ils inhalaient de l'air pur, le dioxyde de carbone restant près du sol. Néanmoins, une telle grotte remplie de fumée toxique peut rapidement tuer quiconque ose y entrer et n'est pas assez prudent. La concentration en dioxyde de carbone à 40 cm du sol atteint 35%, ce qui est suffisant pour suffoquer. De quoi tuer des animaux et même des gens en quelques minutes. C'est pourquoi les touristes sont pas autorisés à y pénétrer. Il n'y a qu'une passerelle située à une distance sûre de la porte. A plus.